On accueille François Belloncle d'Angers qui va revisiter la compliance pulmonaire au cours du SDRA. Bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation. Donc voici mes liens d'intérêt. Donc je perçois des honoraires pour des activités de conseil auprès de la société Lohenstein et je bénéficie de la mise à disposition de matériel pour la réalisation d'études cliniques. Donc très rapidement, comme vous le savez, le SDRA s'est caractérisé par une diminution du volume pulmonaire aéré. Ça a été très bien décrit par Gattinoni, en particulier avec le scanner thoracique, et c'est ce qui a donné naissance au concept de baby lung. En fait, cette diminution du volume pulmonaire aéré, elle explique entièrement la diminution de la compliance pulmonaire qui est observée. Cette notion de compliance pulmonaire, c'est une donnée vraiment importante si on s'intéresse spécifiquement à la prévention des lésions induites par la ventilation mécanique. Et pour mieux comprendre ça, je pense qu'il faut commencer par réexpliquer le strain. Le strain, c'est la déformation d'un matériau en réponse à une pression appelée stress. Si on prend un élastique, le strain, c'est la déformation, c'est l'augmentation de longueur de cet élastique par rapport à sa longueur de départ. Ce qu'on voit ici. Et si on s'attache au poumon, plus spécifiquement, le strain, c'est la variation de volume du poumon par rapport à son volume de départ, c'est-à-dire la capacité résiduelle fonctionnelle. Et Gattinoni et son équipe ont également montré que le strain était proportionnel à la pression transpulmonaire, c'est-à-dire au stress, et que le facteur de proportionnalité, c'était l'élastance spécifique du poumon, qui est globalement stable, quelle que soit la situation du poumon et la pathologie du poumon. Alors, en pratique clinique, cette notion de strain, elle est très importante et elle est difficile à prévoir. On a ici plusieurs groupes de malades, des patients chirurgicaux, des patients médicaux, des patients qui ont un ALI, donc un équivalent de SDRA léger, et puis les petits triangles noirs, c'est des SDRA modérés ou sévères, ventilés avec différents niveaux de volume et différents niveaux de PEP, 2 niveaux de PEP, 5 et 15, et on voit que le strain est très variable et imprévisible. Et quand on voit la formule du strain, on comprend mieux pourquoi. Le strain, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est delta V sur CRF. Et donc, des variations de CRF entraînent des variations de strain importantes, et ce qui justifie encore l'importance d'évaluer de la compliance pulmonaire qui est très liée à la CRF. Alors, au lit du malade, si on veut évaluer la compliance pulmonaire, il faut un cathéter de pression œsophagienne. Alors, il y a plusieurs types rapidement de cathéters de pression œsophagienne. On en a représenté quelques-uns ici. Il y en a des plus sophistiqués qui font une sonde de nutrition et d'autres, comme celui qui est représenté ici par exemple, qui sont des cathéters qu'on ajoute en plus de la sonde de nutrition. Et puis ce cathéter de pression, il faut évidemment un système pour mesurer la pression. Alors, certains ventilateurs, comme celui représenté ici, mais il y en a d'autres, peuvent avoir un capteur de pression accessoire pour représenter la pression sur le ventilateur. Il y a des systèmes dédiés, comme le FluxMed représenté ici, qui permettent d'acquérir ce signal. Et puis si on n'a ni l'un ni l'autre, on peut utiliser un scope avec un cathéter de pression artérielle. Il faut juste convertir les unités de millimètres de mercure en centimètres d'eau pour pouvoir mesurer la pression œsophagienne. Cette mesure de pression œsophagienne qu'on voit ici, elle permet de mesurer la pression transpulmonaire. La pression transpulmonaire, c'est la pression dans les voies aériennes moins la pression œsophagienne. Elle est représentée ici dans la dernière ligne. Et la compliance pulmonaire, c'est le volume courant divisé non pas par la pression motrice dans les voies aériennes, mais par la pression transpulmonaire inspiratoire moins la pression transpulmonaire expiratoire. Et donc avec ce calcul réalisable relativement simplement au lit du malade, on peut avoir la compliance du poumon. Alors la question pratique, si on parle de compliance pulmonaire, c'est est-ce qu'on peut l'évaluer, est-ce qu'on peut faire autrement qu'avec une sonde de pression œsophagienne et une mesure de la compliance pulmonaire au lit du malade. Alors il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas simplement mesurer la compliance du système respiratoire, est-ce que c'est bien corrélé à la compliance du poumon. Ça, c'est des données qu'on a réalisées
sur 50 patients juste après l'intubation. Il y a des patients qui avaient un SDRA, d'autres qui n'en avaient pas. Et on voit que globalement, la corrélation entre la compliance du système respiratoire, qui est ici en ordonnée, et la compliance pulmonaire en abscisse est bonne. Alors, elle est bonne, mais évidemment, elle n'est pas parfaite. Et il y a toujours des patients qui, globalement, ont une mauvaise corrélation. Et en fait, cette mauvaise corrélation, elle est expliquée par l'autre déterminant de la compliance du système respiratoire, c'est-à-dire la compliance de la paroi thoracique. Vous savez que l'élastance du système respiratoire, c'est l'addition de l'élastance du poumon plus l'élastance de la paroi thoracique. Et donc on voit ici sur ce graphique que la compliance de la paroi thoracique, elle est globalement le plus souvent autour de la médiane, c'est autour de entre 125 et 150 millilitres par centimètre d'eau, mais qui a une grande variation individuelle. Et surtout un des éléments qu'on pressent maintenant, c'est que c'est difficile à prévoir et que on a souvent dit que les patients obèses ou très obèses avaient une compliance de paroi thoracique altérée, ce qui est pas toujours vrai. Et souvent on recherche des facteurs de risque avec une hypertension intra-abdominale, ce qui n'est pas toujours retrouvé. Donc parfois c'est difficile à prévoir. Une autre façon également d'évaluer la compliance pulmonaire au lit du malade, ce serait de mesurer le volume pulmonaire de fin d'expiration, qu'on peut mesurer avec, par exemple sur le ventilateur GE en pratique, avec une technique de wash-in, wash-out à l'azote. Et on voit que la corrélation est plutôt bonne, alors elle n'est pas parfaite, mais il y a quand même une certaine corrélation entre cette compliance pulmonaire et le volume pulmonaire de fin d'expiration. Et là, il n'y a pas d'intervention de la paroi thoracique. Et puis il y a d'autres façons peut-être plus récentes d'évaluer le volume pulmonaire. En EIT, en tomographie d'impédance électrique, un dispositif parfaitement non invasif avec des ceintures, une ceinture composée de 16 ou 32 électrodes mises autour du thorax du patient. On voit que les variations d'impédance, donc qui sont mesurées par la tomographie d'impédance électrique, sont très bien corrélées aux variations de volume de fin d'expiration qu'on mesure ici par la technique de lavage à l'azote. Et puis surtout, la tomographie d'impédance électrique, ça permet d'évaluer une compliance, non pas pulmonaire dans son ensemble, mais régionale par partie du poumon en quelque sorte. Vous avez sur cette courbe ici des variations d'impédance au niveau d'un pixel du poumon, donc d'un point spécifique du poumon, qui peuvent être apparentées en fait à des variations de compliance. Et au cours d'une épreuve de diminution progressive de la PEP de 25 à 5 ici, on voit qu'il y a une variation d'impédance avec ce qui est le point ici de baisse compliance, c'est-à-dire la meilleure, plus grande variation d'impédance au cours du cycle en ce point. Les points dont l'impédance ou la compliance diminue quand on diminue la PEP correspondent à des zones collabées, et à l'inverse, les points dont la compliance diminue quand on augmente la PEP correspondent à des zones d'hyperdistension, et ça permet de recréer ces zones où ici, par exemple, on a deux patients qui sont présentés, ici, un patient en PEP 7, le même patient en PEP 7 et en PEP 23. En PEP 7, on voit des zones collabées dans les bases, et en PEP 23, on voit qu'il n'y a plus de zones collabées dans les bases, mais il y a des zones hyper distendues dans les zones non dépendantes. On en rediscutera un petit peu après. Alors, toutes ces données permettent d'évaluer la compliance pulmonaire au lit du malade, mais évidemment, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces données de compliance, comment les intégrer dans la stratégie de ventilation, comment je modifie mon volume courant ou ma pression expiratoire positive en fonction de ces données de compliance. Et pour ça, je pense qu'il y a un élément important qui est apparu maintenant il y a 3 ans, c'est la notion de pression motrice. Alors c'est une étude réalisée par Amato, c'est 9 études randomisées, 3562 patients qui avaient un SDRA, et on voit que la pression motrice, qui est simplement calculée très simplement au lit du malade, c'est la pression de plateau moins la PEP totale. Si on applique à cette équation, en fait, l'équation du mouvement du système respiratoire, on voit que la pression motrice, c'est en fait le volume courant divisé par la compliance. Et donc, en fait, la pression motrice, ça permet d'avoir une idée du VT normalisé, non pas sur le volume pulmonaire théorique, issu de la taille du patient, mais sur le volume pulmonaire fonctionnel évalué par la compliance du système respiratoire.
Et de façon intéressante, cette pression motrice a été montrée comme une variable indépendante associée à la mortalité. Et finalement, c'est un meilleur indice que le volume courant seul ou que la PEP. Alors évidemment, cette étude n'est pas du tout la démonstration que diminuer la pression motrice entraîne une diminution de la mortalité. C'est un lien d'association, mais c'est quand même assez intéressant. Et puis, évidemment, quand on se pose la question de la pression motrice du système respiratoire, la question, on en a parlé un petit peu avant, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un rôle de l'apport thoracique, et est-ce que faire la pression motrice transpulmonaire, c'est-à-dire celle du poumon, ça permettrait pas de faire mieux et d'avoir une vision plus proche de ce qui se passe réellement au niveau du poumon. Alors les données pour l'instant sont un petit peu comme l'évaluation de la compliance de l'apport thoracique, de la compliance du système respiratoire, c'est que on a globalement, pour la majorité des patients, une très bonne corrélation entre la pression transpulmonaire et entre la pression motrice transpulmonaire et la pression motrice dans les voies aériennes. Ici, c'est deux données, APEP5 et PEP15. Cette diapo reprend des données en fait assez similaires. C'est une étude une analyse post-hoc de l'étude EpiVen qui comparait deux stratégies de ventilation en fonction, l'une utilisant le signal de pression œsophagène et la titration de la PEP selon la pression transpulmonaire expiratoire. Et on voit qu'il n'y a pas globalement cette notion de pression transpulmonaire dans cette étude qui comportait quand même un faible effectif, c'est moins de 60 patients, n'apportait rien de plus que la pression du système respiratoire. Mais le concept est quand même intéressant et probablement ça a vérifié dans des études un peu plus larges. Et puis, une autre façon d'utiliser la compliance pulmonaire au cours du SDRA, c'est de partitionner la compliance du système respiratoire en compliance du poumon et compliance de parathoracique pour ajuster le niveau de pression expiratoire et cibler une pression de plateau qui représenterait mieux la pression transpulmonaire. Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre qu'il y a un ratio entre l'élastance du poumon et l'élastance du système respiratoire qui est globalement le plus souvent sur la majorité des patients autour de 0,7 mais qui peut être variable. Et c'est ce qui est représenté ici. Pour certains patients, une grande partie de la pression insufflée sert à distendre le poumon et une faible partie sert à distendre la paroi. Mais pour d'autres patients, on a un phénomène différent et on a une grande partie de l'énergie qui sert à distendre la paroi et donc finalement moins d'énergie qui sert à distendre le poumon. Et l'idée de départ, c'est que ces patients-là, probablement, ils pourraient avoir des pressions de plateau plus hautes tout en restant protecteurs, alors une pression transpulmonaire qui n'est pas élevée. Et donc cette stratégie a été proposée dans une étude qu'il faut voir un petit peu comme une preuve de concept, une étude de Grasso sur des patients qui étaient adressés pour une grippe dans un centre de référence. Initialement, ils étaient adressés pour une ECMO, donc c'est 14 patients extrêmement hypoxémiques. Et l'idée, c'était plutôt que de débuter directement le traitement par ECMO, de faire une partition, si on peut dire ça comme ça, du système respiratoire, et donc de faire le rapport EL sur ERS, et donc on mesurait une pression de plateau lung qui correspond en fait à une idée de la pression transpulmonaire téléinspiratoire, qui est égale à la pression de plateau dans les voies aériennes, multipliée par le ratio élastance du poumon sur élastance du système respiratoire. Et en faisant ça, en fait, ils ont globalement séparé les patients en deux. Il y avait 7 patients qui avaient une pression de plateau lung, donc une pression transpulmonaire téléinspiratoire qui était déjà élevée à 27. Ces patients-là, il n'y avait rien de plus à faire, ils ont été traités par ECMO. Et puis il y a 7 autres patients qui avaient une pression transpulmonaire qui était considérée comme modérée à 16. Et donc ces patients-là, plutôt que de les traiter par ECMO, ils ont décidé d'augmenter la PEP jusqu'à des niveaux parfois très élevés pour avoir une pression transpulmonaire téléinspiratoire calculée à 25. Alors pourquoi 25? C'est une question qui est complexe, il n'y a pas de réponse très précise. Et ces patients-là, aucun n'a eu de l'ECMO. Et ils ont survécu. Alors, une autre façon, on en parlait un petit peu tout à l'heure, d'évaluer la compliance et d'utiliser la compliance pulmonaire au lit du malade, et spécifiquement la compliance régionale au lit du malade, c'est d'utiliser le signal d'EIT. On a vu tout à l'heure que ça permettait de déterminer en fonction des variations de compliance ou d'impédance locale des zones collabées et des zones surdistendues qu'on voit ici. On voit 3 niveaux de PEP, une PEP 5, une PEP 15 et une PEP 17. On voit qu'en PEP 5, on a les zones collabées, ici dans les zones dépendantes, et puis si on augmente la PEP, on a la suppression de ces zones collabées, un recrutement, et en revanche une surdistension dans les zones non dépendantes. Donc ça, c'est un patient qu'on a
admis dans le service, qui a 67 ans, un SDRA sévère, une pneumonie, et donc on lui fait une tomographie d'impédance électrique, et on a cette courbe. Et cette courbe, donc ici c'est la compliance du système respiratoire, donc ça c'est assez simple, pas besoin de tomographie par impédance électrique pour le calculer. On voit ici qu'elle est stable entre 14 et 5 de PEP, et puis qu'elle diminue quand on augmente la PEP. Et puis on a ici la courbe d'hyperdistension et la courbe de zone collabée. Et ce qui est intéressant, c'est un peu l'idée de cette figure, c'est que ça montre bien que si on vous demande de dire quelle est la bonne PEP pour ce patient, ben on est un peu compliqué. Évidemment, le recrutement et la surdistension, ça survient dans le même temps, et que ce serait compliqué si on faisait un test. Probablement certains diraient bah, c'est plus logique de le mettre à 10, d'autres peut-être plus logique de le mettre à 15 en fonction de ce qu'on privilégie si on veut absolument recruter et qu'on fait moins attention à la surdistension, ou si on veut absolument être sûr de ne pas surdistendre et qu'on veut un peu moins recruter. Donc tout ça pour dire que l'EIT actuellement ça donne des images extrêmement intéressantes, mais pour l'instant en termes pratiques d'utilisation ça reste encore à définir, même si c'est très prometteur. Et puis une autre façon d'utiliser ou d'aborder la compliance du poumon, enfin du système respiratoire au lit du malade, c'est le stress index. Alors vous savez que le stress index utilise en fait l'analyse de la courbe de pression en fonction de cet aspect de la courbe qu'on voit ici. Au cours de l'insufflation, on peut déterminer différents critères. Et en fait, cette pente elle est proportionnelle à l'élastance du système respiratoire. Et donc, soit on peut considérer qu'elle est normale, le stress index, en fait, la courbe est droite, le stress index est à 1. Si elle est un petit peu concave vers le haut, on considère qu'il y a une surdistension, le stress index est supérieur à 1, et à l'inverse, on peut observer un recrutement au cours du cycle quand le stress index est inférieur à 1. Et donc, on a des ventilateurs comme le Cerveau I, qui est bientôt U, je crois, ou déjà eu, je ne sais plus, qui le calcule automatiquement. Alors évidemment, là encore, c'est le système respiratoire, donc ça ne tient pas compte de la paroi thoracique. Donc plus précisément, ça prend en compte la paroi thoracique, et donc ça peut entraîner des variations par rapport au strain lié au poumon lui-même. Et ce stress index, il a été utilisé dans une petite étude randomisée chez 15 patients. On testait soit la RDS, une titration de la PEP, soit selon la RDS Network, soit selon le stress index. Et on voit qu'en utilisant un objectif de stress index entre 0,9 et 1,1, on a une diminution de la PEP. Et le critère utilisé, c'était des marqueurs d'inflammation avec des cytokines sériques, un marqueur qui est imparfait, hein, mais qui est quand même un élément intéressant, donc de cytokines sériques. On avait une diminution de l'interleukine et du TNF-alpha circulant avec une utilisation du stress index. Et donc, pour conclure, si on devait résumer la compliance pulmonaire au lit du malade de façon très pratique, je pense que le concept de driving pressure est vraiment un système intéressant, puisqu'il vraiment prend en compte la compliance, même si c'est la compliance du système respiratoire, qui a des études qui sont nécessaires pour montrer son efficacité. Pour l'instant, c'est juste une association qui a été décrite. Et puis la place de la driving pressure transpulmonaire reste à déterminer. Probablement dans certaines situations, elle a un intérêt. Et globalement, c'est très lié au lien entre la compliance pulmonaire et la compliance du système respiratoire. L'idée, c'est qu'on a vu que c'était très proche, mais qu'on ne peut pas dire que la compliance pulmonaire, c'est égal à la compliance du système respiratoire. Parce que pour certains patients, c'est pas vrai. Et tout l'enjeu maintenant, c'est de déterminer qui sont ces patients. Est-ce qu'ils sont nombreux? Ce qui est certain, c'est qu'ils existent. Est-ce qu'ils représentent une proportion très importante? Probablement pas, mais certainement pas négligeable. Et puis en outil du futur, ou même d'ailleurs déjà accessible, mais encore dont la place reste à démontrer, il y a la compliance, qui est cette fois régionale, évaluée par la tomographie d'impédance électrique. Voilà, je vous remercie.